Une commotion cérébrale est causée lorsque le cerveau se heurte contre les parois de la boîte crânienne. Donc, un impact direct à la tête, au visage et au cou peut causer ce mouvement de balancier qui va faire en sorte que le cerveau va se blesser, mais également un impact à toute autre partie du corps peut causer ce même mouvement de balancier. Donc, une commotion cérébrale peut être causée par un impact direct à la tête ou un impact à toute autre partie du corps sans que la tête soit touchée. Avec une prise en charge adéquate, une seule commotion cérébrale a peu de conséquences. Donc, avec le repos adéquat, un retour progressif et bien encadré, le jeune pourra poursuivre l'école et bien réussir aussi bien qu'avant. Par contre, il y a un effet cumulatif des commotions cérébrales. Après une deuxième et surtout après une troisième commotion cérébrale, c'est là qu'il y a des séquelles qui peuvent devenir permanentes, qui peuvent affecter l'apprentissage, qui peuvent affecter les capacités du cerveau telles que la mémoire, l'attention, les capacités de concentration. C'est pour cela que c'est bien important de prendre en charge adéquatement les commotions cérébrales parce qu'il y a des conséquences à long terme, surtout lorsqu'on accumule ces commotions cérébrales. La prise en charge des commotions cérébrales peut se faire à l'aide d'un protocole lancé par le gouvernement en juin 2017. Le protocole présente les mesures minimales pour la prise en charge des commotions cérébrales. Donc, dans ce contexte, Hockey Québec et le gouvernement du Québec encouragent les entraîneurs et les préposés d'utiliser ce protocole ainsi que la fiche de suivi qui présente les étapes de la prise en charge et aussi qui facilite la communication entre les entraîneurs sur le terrain, les médecins, les parents, les enseignants afin de faciliter le retour au jeu sécuritaire. Le protocole et d'autres outils peuvent être téléchargés sur le site du ministère de l'Éducation ainsi que sur le site web de Hockey Québec. Dans la gestion des commotions cérébrales, les entraîneurs ont un rôle précis à jouer. Premièrement, un rôle de sensibilisation pour éduquer les parents et les jeunes sur les manifestations des commotions cérébrales afin de les aider à reconnaître les signes et les symptômes. Deuxièmement, l'entraîneur peut présenter aux parents et aux jeunes le protocole de gestion des commotions cérébrales du gouvernement du Québec ainsi que la fiche de suivi qui va faciliter la communication entre les différents intervenants. À l'aide de cette même fiche-là, l'entraîneur pourra retirer les jeunes du jeu lorsqu'on soupçonne une commotion cérébrale et documenter l'événement. Également, l'entraîneur doit sensibiliser les jeunes afin qu'ils puissent le communiquer lorsqu'ils pensent avoir subi une commotion cérébrale, leur communiquer l'importance de ne pas cacher les signes et les symptômes qu'ils vivent. Lorsque l'entraîneur soupçonne une commotion cérébrale, il est important qu'il en informe les parents le plus rapidement possible afin de faciliter la prise en charge. Et enfin, les entraîneurs doivent encadrer le retour à l'activité physique et au jeu lorsque les jeunes ont accompli la majorité des étapes du protocole de gestion des commotions cérébrales. Il est important de bien comprendre les critères de retrait du jeu lorsque l'on soupçonne une commotion cérébrale. Il y a 3 critères importants. Le premier critère est lorsqu'un joueur présente un signe des commotions cérébrales. En fait, il y a 11 signes auxquels on doit être attentif qui sont présents sur la fiche de suivi du protocole de gestion des commotions cérébrales. Un signe est quelque chose qu'on peut observer, comme par exemple la maladresse physique ou un jeune joueur qui se tient la tête, qui a le regard vide. Mais aussi, il y a les symptômes que le joueur va rapporter. En tout, il y a 12 symptômes sur la fiche de suivi auxquels on doit être attentif. Un symptôme est donc quelque chose que le jeune nous rapporte, comme un mal de tête ou des difficultés avec la vision, une vision floue. Il y a aussi des situations où on est témoin d'un impact important. Et même en absence de signes ou de symptômes, si on a un doute, on retire le jeune joueur du jeu. Parce qu'il faut se rappeler qu'un joueur sur 5 présentera ses premiers signes ou symptômes jusqu'à 48 heures après l'événement. Lorsque l'on rencontre un de ces 3 critères-là, on retire le joueur immédiatement du jeu et on ne laisse pas le joueur seul. Il doit rester dans une période de surveillance où on observe et on prend bien en note les signes et les symptômes rapportés sur la fiche de suivi. Et après ça, il est important de communiquer cette fiche, de transmettre cette fiche aux parents, parce que c'est les parents qui vont prendre le relais pour faire le suivi. Donc, ils apporteront la fiche que vous avez complétée au médecin et par la suite, cette fiche-là se rendra à l'école afin de boucler la boucle sur le suivi. Donc, l'information, la concertation, la communication est l'élément important dans cette prise en charge des commotions cérébrales. Lorsque l'on soupçonne une commotion cérébrale, nous devons également être attentifs aux signaux d'alerte. Ce sont des signes et des symptômes que lorsqu'ils sont présents, on doit immédiatement retirer le jeune du jeu et l'amener à l'urgence.
Ce sont des signaux comme la perte de connaissance, les douleurs au cou, des vomissements répétés. En fait, il y a 15 signaux d'alerte qui sont présentés sur la fiche de suivi. Aussitôt qu'un des signaux est présent, on retire le jeune immédiatement du jeu, on communique avec les parents et on le reconduit à l'urgence. Lorsqu'un jeune est retiré du jeu à la suite d'une commotion cérébrale, la première phase de la prise en charge, c'est le repos complet. On recommande un repos minimal de 48 heures. Un jeune peut débuter les étapes de retour aux activités intellectuelles et physiques seulement après cette période de 48 heures et seulement s'il y a une amélioration des symptômes. Par repos complet, on entend de limiter les activités intellectuelles, physiques et sportives, dans le but de réduire l'activité du cerveau et de faciliter sa récupération. Par activité intellectuelle, mais on pense à la lecture, aux jeux vidéo, au temps passé aussi sur l'ordinateur et les réseaux sociaux. La reprise graduelle des activités intellectuelles se fait en 3 étapes et la reprise graduelle des activités physiques et sportives se fait en 6 étapes. Il est important de consulter attentivement la fiche de suivi du protocole de gestion des commotions cérébrales du gouvernement du Québec afin de bien planifier les étapes de retour en classe et les étapes de retour au jeu. Les 3 étapes de la reprise des activités intellectuelles peuvent se faire en même temps que les 3 premières étapes de la reprise des activités sportives et physiques. La première étape de la reprise des activités intellectuelles se fait à la maison. Alors, durant de courtes périodes, d'une durée de 15 à 20 minutes, on fait un peu de lecture ou on peut regarder un peu de télévision. Par contre, il est important de limiter ces activités pendant quelques jours pour assurer un réel repos. La deuxième étape de la reprise des activités intellectuelles se fait à la maison et à l'école. Donc, c'est des périodes durant lesquelles on réintroduit graduellement la lecture, des devoirs, des leçons qu'on veut accomplir sur une plus longue période de temps. Alors, lorsqu'on réussit à faire une activité pour une durée de 45 à 50 minutes sans reprise de symptômes, on arrive à la 3e étape. Et c'est durant cette 3e étape qu'on fait un retour complet en classe, sans aménagement et sans soutien. La communication et la concertation est un élément essentiel dans la prise en charge des jeunes ayant subi une commotion cérébrale. Donc, les parents, les entraîneurs, médecins, enseignants doivent tous travailler ensemble afin de faire un suivi qui est optimal et une prise en charge adéquate. Le protocole de retour aux activités sportives est 6 étapes. Dans un premier temps, il faut s'assurer d'avoir 24 heures entre chacune des étapes avant de passer à la suivante. Et les 3 premières étapes, il ne faut pas qu'il y ait d'augmentation de signes ou symptômes. Donc, s'il y a une augmentation des signes et symptômes qui sont déjà présents, on doit attendre 24 heures et ensuite reprendre l'étape précédente avant qu'il y ait une augmentation des signes. À partir de l'étape 4, s'il y a quelconque apparition de signes ou symptômes, en principe, il ne devrait plus en avoir à ce moment-là. S'il y a une apparition de signes et symptômes, on doit attendre 24 heures et reprendre à l'étape précédente. La première étape, c'est un retour progressif à l'activité par une activité physique très légère et sans impact. Donc, le genre d'activité qu'on peut faire serait du vélo stationnaire, de la marche rapide, du vélo sur le plat ou de la natation. Suite à ça, s'il n'y a pas une augmentation des signes et symptômes, il faudrait passer une évaluation médicale pour pouvoir passer à l'étape numéro 2. Il s'agit de faire une augmentation d'intensité d'effort physique. Dans le cas des joueurs de hockey, on va favoriser la course à pied, qui permet de ressembler un peu plus à l'effort physique qui va suivre en hockey. On va suggérer des entraînements par intervalle, habituellement 30 secondes de travail, 30 secondes de repos. On peut le faire entre 15 et 20 minutes maximum, après avoir fait un échauffement adéquat, évidemment. Éventuellement, on va rajouter des exercices d'équilibre avec peut-être des balles de tennis, lancer des balles sur un pied, gardant le contrôle des gestes. Et on peut aussi encore continuer avec les exercices individuels de nature technique, hors glace. Possiblement rajouter les patins avec les protège-lames, faire des passes, faire du dribble, du déplacement, du maniement de rondelles dans cette situation-là. À l'étape numéro 3, on peut faire une reprise sur glace de type échauffement, éviter évidemment tout contact, tout changement de direction ou arrêt brusque. Donc on peut faire du patin, on peut faire des croisements, des déplacements sur glace, tout en évitant évidemment des situations plus dangereuses là, pour l'athlète à ce moment-là. Reprise aussi aux continuations du travail technique qui peut être fait cette fois-ci sur glace. Donc encore une fois, des passes, des déplacements
simple avec la rondelle. Et pour ensuite, hors glace, continuer avec le travail en équilibre, coordination. Et on peut progressivement rajouter des exercices d'échelle d'agilité, par exemple, mais toujours en ligne droite. Donc, encore une fois, pas de changement de direction dans ce sens-là. Pas non plus à pleine vitesse, donc du travail de coordination, mais entre guillemets modéré. Travail aussi d'équilibre, donc on peut lancer des balles de tennis, encore une fois, être sur un pied, ajouter des variantes sur ces gestes-là. Après avoir réussi l'étape numéro 3, il est essentiel qu'il y ait une reprise complète des activités intellectuelles et une disparition des signes et symptômes pour pouvoir poursuivre le retour aux pratiques sans contact. Dans ces séances-là, on va surtout axer sur des accélérations, donc la pleine vitesse en ligne droite. On va aussi aller sur des arrêts brusques. On va essayer de voir des situations où on va faire des changements de direction rapides, soit en donnant des signaux aux joueurs pour décider s'il va à gauche ou à droite. Et aussi, tout ce qui est situation de feinte, où il pourrait avoir un adversaire qui est passif ou semi-actif pour pouvoir le déjouer, mais sans que l'autre personne complète ces gestes-là de contact physique qui sont enchaînés avec ça. Pour être autorisé à retourner aux pratiques complètes sans restriction dans un sport de contact comme le hockey, on doit obtenir une autorisation médicale avant de poursuivre les 2 prochaines étapes. À l'étape numéro 5, c'est le moment des bonnes nouvelles. Donc, le joueur peut réintégrer les pratiques de son équipe où il y aurait aussi possibilité de contact ou de collision selon le niveau dans lequel il joue. Dans les pratiques, il faut juste s'assurer qu'on voit des situations d'approche au porteur. Aussi des situations de mise en échec dans les catégories où ça s'applique, où il doit recevoir des mises en échec ou aussi donner des mises en échec pour voir comment il réagisse dans les situations. Et finalement, des situations de 1 contre 1 où il y a possibilité plus de collision ou de contact physique là, qui peut apparaître à ces moments-là. Par la suite, lorsque l'étape 5 est réussie, il y a possibilité de retourner en situation de match, donc qui serait l'étape numéro 6, qui est le retour à toutes les activités d'équipe, incluant la compétition. Par contre, on doit juste s'assurer au moins que la pratique qui précédait a lieu au minimum 24 heures avant le retour en match. Pour résumer les étapes, donc suite à un événement de commotion cérébrale, il faut prendre un minimum de 48 heures de repos complet. Par la suite, on peut amorcer le retour aux activités intellectuelles et physiques. Donc, au niveau des activités physiques, l'étape numéro 1, c'est une activité légère. Suite à cela, il faut aller voir pour une évaluation médicale pour avoir l'accord de la poursuite des activités. L'étape numéro 2, c'est une activité physique un peu plus intense où on a un travail physique hors glace, dans ce cas-ci, pour s'assurer qu'on peut tolérer l'effort physique. L'étape numéro 3, un retour progressif sur glace, très léger, sans possibilité de contact, sans changement de direction, ni d'activité brusque, d'arrêt. Suite à l'étape numéro 3, on doit s'assurer d'un retour complet aux activités intellectuelles et ainsi qu'une disparition complète des signes et symptômes pour pouvoir poursuivre à l'étape numéro 4, qui est un retour sur glace avec des activités de changement de direction, des feintes, des arrêts brusques. Suite à l'étape numéro 4, on doit retourner voir le médecin pour avoir une autorisation médicale pour passer à l'étape numéro 5, qui est un retour aux pratiques complètes sans restriction, incluant les possibilités de contact et collision. L'étape 6, c'est un retour complet aux activités de l'équipe, incluant les matchs. Par contre, les entraîneurs et les préposés à la sécurité, on vous demande de s'assurer de continuer à garder un œil sur le joueur pour s'assurer qu'il tolère bien le retour au jeu et qu'il n'y a pas une rechute dans les signes et symptômes de commotion cérébrale.